On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une culture de cannabis du côté de Sabrevois. C'est un micro-producteur. Mais d'abord, parlons du nouveau directeur du service de sécurité incendie de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Jean Arsenault. La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a un nouveau directeur de son service de sécurité incendie en la personne de Jean Arsenault qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Félicitations. Merci beaucoup. De ce que je comprends, vous avez passé la vaste majorité de votre carrière à Longueuil. Qu'est-ce qui fait que vous êtes atterri à Saint-Jean-sur-Richelieu il y a 2 ans? Bien, oui, effectivement, j'ai fait la majorité de ma carrière à Longueuil. J'ai commencé en 1985 comme pompier à la Ville de Brossard. Et puis, j'ai été travailler un court laps de temps pour la Ville de Côte-Saint-Luc sur l'île de Montréal, pour ensuite revenir à Longueuil, à Brossard dans le fond, et suite aux fusions, c'est devenu Longueuil. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé à Saint-Jean il y a 2 ans comme directeur adjoint? Bien, je connaissais déjà le service de sécurité incendie de Saint-Jean pour avoir côtoyé des chefs dans les rencontres d'associations de chefs ou d'avoir... J'ai effectué quelques travaux là, pour le service de sécurité incendie de Longueuil où je suis venu ici à Saint-Jean. Donc, je connaissais déjà Saint-Jean, comme quoi que c'était un service d'incendie dynamique et des gens professionnels. Donc, quand j'ai eu l'occasion, l'opportunité de venir ici à Saint-Jean me travailler, bien... Et quand on arrive à Saint-Jean, pour vous là, qui avez travaillé longtemps à Longueuil, dans une grosse ville, il y a l'agglomération, il y a plusieurs casernes. Oui. Qu'est-ce qui frappe quand on arrive dans une ville de notre proportion, là, qui bientôt va avoir 100 000 habitants, là, mais disons 100 000 pour les fins de la comparaison? Quand on passe d'une ville de plusieurs centaines de milliers de personnes à 100 000, qu'est-ce qui nous frappe au début quand vous débarquez à Saint-Jean? Bien, la beauté du service de sécurité incendie, sa composition, c'est étrangement ce que je gérais à Longueuil. Okay. Donc, 4 casernes, 76 pompiers, des pompiers temporaires. Donc, c'est ce qu'on retrouve, c'est ce que je retrouvais ici. Donc, le modèle se ressemble. Le modèle se ressemble, le modèle, effectivement. Et, la beauté de la ville, son patrimoine bâti, la richesse qu'elle a dans son patrimoine bâti, fait en sorte que c'était Je comprends. Ce qui m'amenait ici à Saint-Jean. Bon, vous étiez donc directeur adjoint. Là, vous êtes officiellement directeur parce que le directeur en titre, Daniel Dubois, donc, qui est devenu le directeur général de la Ville. Oui, exact. Il a lui-même assumé un mandat intérimaire à l'administration pendant quelques temps. C'est quoi les défis qui attendent maintenant le service de sécurité incendie à Saint-Jean-sur-Richelieu? Parce qu'on voit qu'on parle du fameux 100 000 de population qui semble avoir beaucoup d'impact au niveau des policiers. Oui, mais au niveau de la couverture d'un service d'incendie, ça ne change pas tant vos affaires, vous autres? Non. Nous, c'est pas comme la police où à 100 000, ils doivent changer de niveau. Ouais. Puis, bon, alors vous n'êtes pas là-dedans, vous autres? Non, nous, on n'est pas là-dedans. Nous, ça se traduit surtout par la rencontre des objectifs ministériels. Donc, les schémas de couverture de risque, pour qu'on rencontre les objectifs que le ministère nous fixe dans le schéma de couverture. Donc, que la Ville ait 95, 100 ou 105 000 de population, pour vous, ça ne change pas tant le schéma de couverture de risque? Là. Ça ne change pas tant. Cependant, vous savez, on bâtit plus de maisons, de bâtiments, donc le patrimoine bâti grossit, on a plus de citoyens, ce qui fait qu'on a plus d'appels, on doit se déplacer sur une plus grande distance pour rencontrer les citoyens qui sont dans le besoin. Donc, il faut s'attendre éventuellement à avoir des ajustements à faire. Exact. Parce qu'en même temps, le service de sécurité incendie à Saint-Jean, il s'est un peu transformé depuis la fusion municipale, où il y avait dans le temps il y avait des pompiers à Iberville, des pompiers à Saint-Jean, il y avait des temporaires aussi du côté de Saint-Luc. Donc, les 3 casernes existent encore aujourd'hui. Quand on regarde la proportion de pompiers temps plein ou temporaires ou sur appel, ça ressemble à quoi aujourd'hui à Saint-Jean? Présentement, on a 48 pompiers qui sont réguliers et on a 11 pompiers temporaires. Donc, on a un groupe de 59 personnes qui sont présentement au combat de l'incendie. Et avec ça, on a 8 chefs qui supervisent, 8 cadres qui supervisent ces opérations et l'ensemble du service. Et là, on est toujours dans un modèle à 3 casernes, Iberville, Saint-Luc, Saint-Jean? Oui, c'est bien ça. Bon. Là, de ce que je comprends, du côté de Saint-Luc, on va bâtir une nouvelle caserne à côté de la caserne actuelle. C'est en plein ça. Pourquoi? L'objectif, c'est de ne pas interrompre les opérations. OK.
Donc, ce qui a été décidé, c'est de bâtir une caserne à côté de la caserne actuelle, qu'on puisse continuer à offrir le service à nos citoyens. Et par la suite, quand on prendra possession de cette nouvelle caserne-là, bien, on pourra démolir ce qui est la petite caserne qui est là en ce moment. Question un peu technique, mais une caserne de pompiers en 2022, c'est quoi les specs? C'est quoi les paramètres, en fait? En quoi la nouvelle caserne serait-elle différente de celle qu'on voit là, à côté du Pasquier, sous Boulevard Saint-Luc? Bien, d'abord, il y a la dimension de la caserne qui va être différente. Présentement, la caserne que nous utilisons est restreinte en espace, donc ne rencontre plus nos besoins. Donc, on va être un peu plus grand où on va pouvoir y mettre des équipes spécialisées. Ensuite, cette caserne-là va être localisée le centre des mesures d'urgence avec tous ces équipements. Oh là là, OK. Oui, ça, c'est important, ça. Oui, tout à fait. OK, mais ça, c'est une avancée majeure, ça. Oui, ça, c'est une avancée majeure. On va avoir la salle de mesures d'urgence faire face à... Bon, parce que quand même, je me rappelle, ça fait longtemps, mais quand on a vu la crise du verglas en 98, la centrale d'urgence était grosso modo entre le Colisée puis la piscine Claude-Raymond. C'était comme le secteur névralgique de l'époque. On était même avant les fusions municipales dans ces années-là. Parce que même, je me rappelle la caserne à Saint-Luc, là. Je me rappelle, quand on l'a vu bâtir, à l'époque, c'était très innovateur pour la ville de Saint-Luc, qui avait quand même pas beaucoup de population, d'avoir sa caserne. Là, on est 30-40 ans plus tard, mais visiblement, il faut passer, à une autre étape. Là. Exact. Bon. Les relations de travail sont relativement bonnes depuis plusieurs années au service de pompiers à Saint-Jean-sur-Richelieu. Elles ne l'ont pas toujours été. Il y a eu, disons, des hauts et des bas à certaines époques. Mais généralement, depuis les dernières années, ça s'est beaucoup calmé. Là, vous êtes actuellement en processus de renégociation, mais le climat est toujours assez bon. Le climat est toujours bon, exactement. On est à négocier la convention collective qui est venue à échéance le 31 décembre dernier. Et les discussions vont bon train. Bon, parce que les policiers, eux autres, ils ont fait ça en une fraction de seconde. Là. C'est rapide. Un renouvellement aussi rapide. Je ne sais pas si ça va être le cas chez vous. Peut-être un peu plus long, je ne sais pas. Bien, écoute, on le souhaite. Mais sinon, la loi, dans les négociations, comme ça, le Code du travail, c'est on a 240 jours pour arriver à une entente. Exact, c'est ça. Donc, ça devrait nous amener au mois de juin. On parlait tantôt des casernes, parlons aussi des équipements. Je me rappelle, il y a très, très longtemps, quand on avait inauguré le premier camion échelle. C'était quelque chose pour Saint-Jean. Puis, à l'époque, on se disait, on a l'hôpital, bon, il y a quand même la garnison avec les militaires, il y a le sans-logis sur la rue Latour. Il y avait quelques bâtiments en hauteur. Là, aujourd'hui, je regarde, entre autres, dans Normandie, Réseau Sélection, le quartier. Donc, il y a beaucoup plus de bâtiments en hauteur qu'on avait dans le passé. Donc, c'est quoi les besoins aujourd'hui en termes de camions échelles? Bien, c'est des échelles qui ont 100 pieds, qui ont 30 mètres. Donc, pouvoir accéder aux étages supérieurs. Un ou deux camions échelles? Présentement, on en a deux. Bon, on a une avec un panier. Donc, on a un camion pompe-échelle de 30 mètres, puis une pompe-échelle panier. Et c'est ce qu'on fait, on renouvelle. On va chercher deux autres nouveaux camions qui sont en fabrication présentement. Bon. Et encore une fois, est-ce que les véhicules qu'on achète dans les années comme aujourd'hui, est-ce qu'ils sont bien différents de ceux qu'on achetait il y a 20-30 ans? Est-ce qu'ils sont plus meilleurs? Ils ont des nouveaux équipements? Je sais pas, c'est quoi ils sont plus électroniques. Donc, on a des dispositifs électroniques dessus. Il y a des dispositifs aussi plus environnementaux. Donc, par exemple, quand on répond sur un appel et on est en attente, bien, après un certain nombre de minutes, le moteur s'arrête et c'est une petite génératrice qui prend un relève. La relève, c'est ça. Et donc, pour une ville de 100 000 habitants, 3 casernes, une soixantaine de pompiers, si on inclut les temporaires, 2 camions échelles, est-ce qu'on se situe dans la norme des villes de même proportion en termes d'équipement et d'effectifs? Oui, on a un service qui est performant, qui se situe dans la moyenne. La différence est surtout sur le territoire. On a un grand territoire. Donc, c'est là où on doit éventuellement apporter quelques ajustements, si vous voulez, à notre mode opérationnel. Quelle place occupe la prévention dans tout ça? Parce qu'encore une fois, il y a des cycles. Il y a eu des moments où on en faisait plus, des fois, on en faisait un peu moins. Puis on sait qu'ultimement, la prévention, on ne peut pas la mesurer dans l'immédiat, mais on sait qu'à moyen long terme, elle a un effet, elle a un impact. Donc, quelle place elle occupe pour vous, cette prévention? Bien, la prévention incendie, d'abord, c'est l'objectif numéro 1 dans les schémas de couverture de risque, parce que c'est prouvé que
c'est par la prévention qu'on réduit les occurrences d'incendie. Donc, la prévention prend une place très importante dans le service de sécurité incendie. On a une équipe qui est dynamique. On a une équipe qui est sur le terrain. Puis, ils font un excellent job. On est présentement avec la prévention des incendies à faire le tour. Pour le schéma, on doit faire une visite périodique des risques. Donc, on visite nos catégories, nos bâtiments commerciaux, les bâtiments industriels de façon... Assez régulièrement. Assez régulièrement, puis on fait c'est ça, exact. Il y a un échéancier. On s'arrange pour mettre aux normes les bâtiments. Parce qu'on le voit en même temps, les zones qui sont les plus à risque. Bon, je prends le Vieux-Saint-Jean parce qu'évidemment, c'est un centre-ville. Il y a des vieux bâtiments. Les bâtiments sont assez rapprochés. Je parlais tantôt des nouveaux bâtiments en hauteur. Donc, ça vient changer un peu la donne. Puis là, récemment, on l'a vu, il y a eu un gros incendie sur la rue Le Sieur dans un immeuble à logement qui a frappé l'imaginaire collectif de par son ampleur et surtout de par sa rapidité. Et ce n'est pas le premier incendie, malheureusement, dans ce secteur-là, dans l'histoire de la ville. Est-ce que pour vous... on sait que malheureusement, on ne veut pas que ça arrive, ces sinistres-là, mais évidemment, vous êtes là quand il y en a. Est-ce que pour vous, ça s'est bien passé? Vous avez eu de l'aide également des autres, des collègues des alentours aussi? Oui. Comme vous le disiez, malheureusement, on souhaite que ces événements-là n'arrivent pas. Mais ça arrive. Mais ça arrive. Donc, et particulièrement cet événement-là où la nature n'était pas de notre côté avec les moins 30 et le facteur vent. Je tiens à souligner le travail de nos pompiers qui, parce que vous le savez, 32 logements, tout le monde a été évacué. Je sais. Donc, ils ont fait un très bon travail et je tiens à le souligner. Et moi, c'est ça qui m'a frappé parce que vous le dites, 32 logements, il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de décès. Donc, les gens ont été évacués à temps. Vos pompiers n'ont pas été blessés non plus. Non plus, exactement. Puis, pourtant, le bâtiment s'est envolé en fumée en l'espace assez rapidement. C'est quasiment un miracle, là, honnêtement, que tout soit vraiment parfait. Là. Oui, c'est un miracle et c'est avec le travail des pompiers, des policiers. On a mis les policiers à contribution pour évacuer le sous-sol. Donc, dans nos priorités stratégiques, c'est d'évacuer, c'est de sauver des vies. Donc, c'est ce que les pompiers ont fait. Pendant qu'on avait une équipe qui était à l'attaque du feu, qui était au combat, bien, les autres vidaient faisaient des vérifications. Triste, mais en même temps, c'est un événement pour lequel vous pouvez être fier dans la façon dont il a été géré. Là. Effectivement. Effectivement. Oui. Bien, bonne chance dans votre nouveau poste de directeur officiellement du service de sécurité incendie à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne chance. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express. Monsieur le président du club de motoneige du Haut-Richelieu, notre chum Marc-André Fortin qui est avec nous. Tout un show. Et en fin de semaine, débute le NASCAR. Vous voyez comme je suis énervé. Pas d'allure. Manquez pas. Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à La Justice entre nous. Mon nom est Serge Levert. La culture de cannabis, évidemment, est de plus en plus connue, évidemment, depuis qu'il y a eu la légalisation. Mais on voit que même au niveau de l'agriculture, il y a des gens qui s'y intéressent. Il y a des gens même qui ont transformé leur entreprise dans cette vocation-là. Et je ne savais pas, et je l'apprends, et je vous l'apprends peut-être en même temps, du côté de Sabrevois, existe une entreprise qui s'appelle Les Cultures Vigie, qui est en production de cannabis. On reçoit avec nous Vincent Girard. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, expliquez-nous un peu l'historique de votre ferme familiale et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous êtes tourné vers la culture de cannabis? Ferme familiale, parce qu'on est en train de développer pour que j'apprenne le relève agricole. Mais là, mon père est avec mon oncle et mon cousin, en tout cas. Puis il
des conflits familiaux. Fait que ça moi, je vais avec mon père de mon bord, mais il y en a qu'un, selon les règlements, il y en a juste un qui peut reprendre. Tu peux pas déménager ses parents en deux. Oh là là, Puis OK. il y a vraiment beaucoup de règlements. Ça peut prendre 10-15 ans. Fait que là, moi, à l'âge que je t'ai rendu, je dis, bien là, j'attendrai pas jusqu'à 50 ans. Fait que le cannabis, ça m'intéressait, ça fait longtemps. Je voyais au début, ça avec des affaires de multimillionnaires, puis que c'était pas accessible. Mais aussitôt que les micros y ont embarqué, mais j'ai commencé le jour même que les démarches, mettons. OK, donc vous étiez déjà dans les premiers à vouloir aller dans cette direction. Pour les microcultures. Parce que ça Ouais. sort, les LP étaient sortis avant, là, les grosses, les conventionnels qu'on voit à Je comprends. TV puis partout. Là, c'est toutes des grosses affaires qui valent des 50, 100 millions. Là, Donc, vous étiez dans la production laitière Ouais. pour finalement, aujourd'hui, vous tourner à 100 vers le cannabis. Oui, et l'agriculture, que mon père va encore avoir son bout de terre à lui. OK. Fait que moi, c'est pour racheter la terre à mon père avec le cannabis au bout de la ligne. Bon. Faites-nous un peu d'éducation, parce que moi-même, quand je lisais la documentation sur votre entreprise, on parle de microproducteurs. C'est quoi la différence entre un microproducteur puis un méga-producteur? C'est quoi c'est la quantité, c'est la grandeur du terrain, c'est la superficie? 200 mètres cultivables. Ça fait 2152 pieds carrés, mettons, cultivables. Tu n'as pas droit tu n'auras jamais pas le droit à grossir, là. Ça va stopper là. Mais les règles sont moins élevées vu qu'il y a moins de personnel en jeu, comme moi, je suis tout seul dans mon affaire. OK. Donc, vous êtes dans la qualification de microproducteur. Oui, l'artisan qui appelle. Là. Bon, ça, c'est l'autre terme que je voulais qu'on explique aussi, parce qu'on parle de culture artisanale. Mais par contre, vos produits sont quand même vendus aussi à la SQDC. Oui, mais tu as tout le système d'analyse à faire pareil comme tous les autres, par exemple. Là. Ton produit, il faut qu'il soit d'une bonne qualité, sinon, il ne passe pas. OK. Donc, qu'on soit un méga ou un microproducteur, ultimement, nos produits peuvent être vendus à la SQDC. Oui, si tu suis Les règles de contrôle. Si tu suis les règles de contrôle, oui. OK. Bien, souvent, les artisans vont être, pour de vrai, un meilleur produit que les grosses LP, souvent. Bon, Mais ça, c'est mon autre question. Donc, pour le consommateur, d'acheter d'un microproducteur ou d'un méga-producteur, c'est quoi? Les produits sont différents? Ils ont une saveur, ils ont un goût, ils ont une odeur qui est différente? Oui, beaucoup. Il y en a. Là, ça, c'est infini, les possibilités que tu peux avoir là-dessus, quasiment. Là. Il y en a des génétiques par-dessus la tête. Mais les gros, ils ont parti avec des génétiques, mais il y a le savoir-faire et de vouloir faire une plus grosse production ou en faire moins, puis une meilleure qualité aussi qui vient en ligne de jeu. Puis, disons que la culture de cannabis, il y a bien beau qu'il y a du monde qui embarque là-dedans, mais il n'y a pas personne qui en faisait pousser normalement. Fait que les micros, ils en ont bien qui ont des connaissances un petit peu d'avant. Fait qu'ils sont meilleurs pour le vrai. Donc, ça fait combien d'années que vous cultivez là, le cannabis? Moi, j'avais un permis, par exemple, pour médical personnel. OK, vous l'aviez déjà. OK. Oui. Ça j'avais le droit pour moi. Fait que j'ai fait mon apprentissage, puis on a toute eu une jeunesse aussi. Ouais. Puis c'est comme sur le tas. OK. J'ai pas les bons mots scientifiques, mais je sais ce que je fais. Et là, dans le fond, vous êtes un microproducteur officiellement depuis combien de temps? Extérieur, moi, par exemple. Oui. Oui, extérieur. On n'est pas dans des serres, là. Ben moi, il y a des abris, des tunnels par-dessus, mais c'est avec le soleil que ça fonctionne. Mais ça fait combien d'années? J'ai commencé en 2018. Ça a pris 3 ans avant que j'aie eu ma licence. 3 ans avant d'avoir la licence. Les démarches, au début, là, ça va plus rapidement pour les nouveaux, là, parce que plus le chemin il est fait. Mais quand tu commences, comme je suis le premier au Québec, je pense avoir eu cette licence-là, micro-extérieur. OK. Puis moi, j'ai pas un paquet d'investisseurs, je suis tout seul là-dedans. C'est ça que là, ce qu'on dit, c'est que votre entreprise, les Cultures Vigie de Sainte-Anne de Sabrevois, s'ajoute au collectif de marques provinciales DLYS. Délice, je ne sais pas comment vous l'appelez. Il n'y a pas ça, Délice, pour faire... Qu'est-ce que c'est comme... Quand on dit un collectif de marques, ça, c'est Rose Science qui ont fait un plan d'affaires avec la SQDC parce qu'au Québec, il était supposé avoir une place pour les microproducteurs, mais moi, j'ai pas de permis de transformation. Quand tu fais une pesée, mettre dans un petit pot puis tout, moi, je fais pas ça, j'ai pas le permis pour ça. Fait qu'eux, ils s'en chargent pour nous, puis ils distribuent sur la marque Délice. Comme là, il y a Délice Bose, Délice Aricana, Délice Sutton, puis... OK. C'est pour ça qu'on dit que c'est un collectif de marques. Ça, c'est tous des micros, puis qui ont chacun le sorte, leur manière de... Puis Rose Science est notre distributeur, grosso modo. Bon.
C'est ça. On dit donc que le collectif de marque Délice est opéré par Rose Science Vie. Oui. Et Rose Science Vie, c'est une entreprise québécois. de distribution principalement? Non, ils produisent aussi. Ils ont commencé à produire, puis pour la SQDC voulait quelqu'un qui ait un plan pour faire embarquer les micros, parce que c'est cher avoir le permis de transformation, mettre d'impôts et tout. Pour être capable de faire embarquer, c'est ce que je trouve bien du Québec, par exemple, pour la SQDC, comparé de les autres régions dans le Canada. Bien, pour la distribution, la SQDC a le monopole, fait que les micros, ils ont dit qu'ils feraient de la place. Mais les autres, des autres provinces, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les gros veulent manger les petits, là, depuis que le monde est monde, c'est de même. Là. Et là, on dit que Délice Sabrevois lance sa toute première variété du Skunk Shocker, qui est un croisement entre le Lemon Skunk et le Three in the Pink. Pour les connaisseurs, là, qu'est-ce que c'est que ces sortes de variétés-là, de croisements-là? Ça s'explique comment? Ils ont fait des croisements génétiques, mais moi, je fais affaire avec une pépinière parce qu'au début, j'avais des génétiques que le THC, ce qui est de valeur, je trouve, à SQDC, il envoie le consommateur pour acheter un THC le plus haut possible. On dirait que c'est selon que tu payes puis le niveau de THC qu'il y a dedans, mais c'est pas de même que tu seras supposé acheter ton cannabis, mais ils sont en train d'inculter cette culture-là. Puis, parce que moi, avant, j'avais des variétés moins fortes en THC, mais qui étaient au goût meilleur. Moi, je pensais pas que le monde voulait tout le temps le plus fort, parce que c'est fort, 25 de THC. Là, il tombe à 23,8, mais c'est fort pareil. Là. Donc, 23,8 de THC, mais le monde, il se base juste là-dessus pour l'acheter. Pour la variété dont on parle ici. Oui, le Skunk Shocker. Mais vous produisez aussi d'autres variétés dont le THC est moins fort? Ben non, je les ai enrayés de les avez ma enlevés. C'est ça. Pour ça, après, j'ai repassé par une pépinière qui est accréditée par Santé Canada. Mais ça, c'est tout du monde qui savent un peu les sortes. Mais c'est important ce que vous dites, c'est que la clientèle, via la SQDC, veut avoir des produits dont le THC est assez élevé. Oui, sinon, là, on dirait que la culture, l'information sur le cannabis, parce que les terpènes viennent jouer en jeu. Il y a plein d'affaires qui viennent jouer en jeu dans le cannabis que le monde il s'est rendu qu'en ligne juste le THC. C'est pas vraiment vrai, mais là, le monde se base là-dessus. Là, moi, j'y étais pour ce qui se vendait, mais j'aurais aimé mieux des marques qui auraient eu un 18 un 20 mais qui auraient eu des propriétés. Mais là, dans le fond, vous ajustez à la demande. Donc, la demande, elle est là, fait que vous produisez en conséquence de la demande. Mais c'est-tu mieux le consommateur qui consomme tout le temps un THC de super-héros? Oui. En tout cas, ça, c'est pas... moi, je suis pas un docteur, là. Et qu'en est-il du CBD dans tout ça? Bon, moi, il n'y en a pas de CBD. Il n'y a pas de CBD un là-dedans? petit peu, là. Mais très peu. Souvent, quand le THC, moi, parce que pas l'exotique, puis la floraison dure moins longtemps dehors. Fait que je peux pas vraiment me permettre, puis ça se tient moins bien. Mais le CBD dans le chanvre, il y en a beaucoup. Puis les sortes exotiques, là, ça t'y va, là. Okay. Ça, moins idéal pour le THC. Souvent, quand le THC il est bien haut, il y a moins de CBD. Des fois, ça varie les deux sortes. Bien, c'est comme infini encore comme possibilité. Ils font des croisements encore, puis ils font... Cette première variété là, de Skunk Shocker dit qu'on a des arômes d'agrumes, de goût poivré, de boisé, légèrement citronné. Est-ce qu'encore une fois, c'est quelque chose que la clientèle demande, d'avoir ce genre d'arôme et de goût? Oui, c'est comme le vin, c'est comme infini encore. Ça dépend du client, du consommateur, qu'est-ce qu'il veut. Il y en a beaucoup qui aiment mieux fruité, il y en a qui aiment mieux le citron, il y en a qui aiment mieux quand ça goûte le fioul. Il y a des saveurs diesel des fois. Là. Le fioul, c'est ça que j'entendais par ce mot-là. Ça, c'est chacun sa manière de consommer, là, comment tu l'aimes. Là. Là, de ce qu'on comprend, c'est que le collectif Délice, qui est l'initiative de Rose Science Vie, dans le fond, vise à encourager l'agriculture locale. C'est un peu ça aussi. Oui, donc, on se tourne vers des microproducteurs comme vous pour alimenter là, la chaîne de... Mais Rose Science, c'est un producteur local aussi. Ça vient du Québec, cette compagnie-là. Au début, elle est entièrement québécoise. Là, ils ont vendu des parts, mais ouais, c'est vraiment pour les microproducteurs, ils embarquent pour pas qu'ils restent sur le bord du chemin. Là. Bon. Est-ce que le fait d'être situé à Sabrevois, donc dans le sud du Québec, ça offre, disons, un terrain qui est assez fertile pour ce genre de culture-là? Est-ce qu'on est géographiquement bien positionné? La vallée du Richelieu, on est très bien positionné pour de vrai. Pas partout au Québec, mais la vallée du Richelieu, on a un microclimat, ce qui permet que le gel vienne plus tard. C'est vraiment bon pour le cannabis, pour de vrai. OK. Là, c'est quoi vos ambitions pour la ou les prochaines années? Vous voulez que
que ça reste comme ça, que ça grossisse, ou en même temps, vous êtes limité dans l'espace que vous pouvez cultiver? Bref, c'est quoi vos ambitions futures? Bien là, celle-là, c'est comme mon bébé, fait qu'elle ne pourra jamais grossir. Ouais. Mais on a de la terre agricole, je peux en faire un autre, c'est pas plus grave que ça. OK, vous pourriez faire ça. Bien, comme mon père, ma soeur, ma mère, ils en font 1 à 3, mais on a en masse de terre agricole pour ça. Là. C'est avant, moi, je ne voulais pas faire faillite en m'essayant à faire ça non plus. C'était comme un test un petit peu. OK, mais ce que vous dites, c'est que dans le fond, avec les terres familiales, vous pourriez éventuellement décider de grossir. De grossir et d'y aller de... Bien, je ne veux pas venir des affaires de 150 millions, mais un petit peu plus pour être capable de racheter la terre à mon père. Et visiblement, quand on dit qu'il y a de la demande, donc visiblement, ce que vous cultivez est acheté, donc, puis ultimement consommé avec la SQDC. Donc vous ne restez pas pris avec ça. Je veux dire, c'est acheté. Là. Pour tout de suite, ça va bien, mais ça. Okay. Là, on ne sait pas ce que ça va faire l'avenir, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché aussi. Là. Il y en a beaucoup de produits SQDC. Là. Puis le rangement, je trouve qu'il est drôlement fait pour que le monde s'enligne, mais là, ça, c'est pas moi qui va faire les lois de la SQDC. Donc, vous ne regrettez pas d'avoir laissé tomber la ferme laitière, si on veut, pour vous tourner vers le cannabis aujourd'hui? Non, j'adore ça. Non, j'adore ça, pour de vrai. J'aime ça. Puis ça a été beaucoup de travail. Ça a pris 3 ans et demi avant qu'il y ait une scène qui revienne à un moment donné. Le temps, il est long. Vincent Girard, merci beaucoup. Félicitations, évidemment, pour cette entreprise. Puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Bravo à la famille Baillargeon parce que la Fondation Santé vient d'hériter d'un don de 150 000 $ qui va être mis dans son programme pour la santé mentale. Donc, la famille Baillargeon, qui opère une carrière depuis très, très longtemps sur le territoire, est très touchée par ce volet-là et par la Fondation Santé. Bravo. À demain. Bye bye.